Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE TV Info Hebdo. Merci pour votre fidélité constante à ce programme télévisé, je dirais même soyez-en bénis. À la une de l'actualité au Bénin cette semaine, 4 sujets partagent les gros titres à la une des parutions et défraient la chronique. Il s'agit de la sortie médiatique effectuée par le président Patrice Athanase Guillaume Talon à l'occasion du bilan de ces 2 années de gestion du pouvoir d'État et des affaires publiques. L'ancien greffier en chef Abou Seibou serait impliqué dans une affaire où il y a eu un déficit d'1,5 milliard dans sa gestion au greffe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le Front des 3 ordres de l'enseignement a levé sa motion de grève afin de sauver l'année académique 2017-2018, mais le paradoxe demeure avec une reprise timide des cours par endroits. Les journées médias Bénin édition 2018 démarrent le lundi 30 avril prochain et ce avec un programme achalandé qui s'étend sur 6 jours. De l'autre côté, le Bénin aurait régressé sur le plan de la liberté de presse selon le classement effectué par Reporters sans frontières. Nous en débattrons dans un instant. Bienvenue à tous, vous êtes bien sûr Info Hebdo et pour le décryptage du jour, je reçois pour vous Nelson Avademe. Il sera face à Narcisse Ressou. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage du jour, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, se fera avec Nelson Avademe. Nelson Avademe, bonjour. Bonjour Kader Achiro et bonjour amis téléspectateurs de ESAE TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je l'ai annoncé tantôt, vous êtes face à Narcisse Ressou. Narcisse Ressou, bonjour. Bonjour Kader. Je rappelle que Nelson est un journaliste au quotidien Le Matinal, le groupe de presse Le Matinal. C'est exact. Et Narcisse Ressou est rédacteur en chef au quotidien Palmarès, c'est ça? Bien sûr, bien que oui. Alors Narcisse Ressou, vous êtes acteur des médias, vous êtes professionnel des médias, vous avez suivi, comme tout professionnel des médias d'ailleurs, le président de la République le dimanche dernier, à l'occasion du bilan assez sommaire et expéditif de ces 2 années de gestion du pouvoir d'État. Alors, qu'est-ce que vous en retenez? Vous m'avez là posé une très grosse question, même si c'est une petite question. Qu'est-ce que j'en retiens? Oui. Parce que je suis resté un peu sur ma faim. Oui. J'ai juste remarqué que le président est revenu un peu redire tout ce qu'on a déjà eu entendre. L'homme est resté égal à lui-même. Mais il y a eu des progrès quand même. Progrès par rapport à quoi? En ce qui concerne les réalisations effectuées par le président. Puisque les réalisations, il les a citées. Il les a citées quelques-unes, Nelson, n'est-ce pas? Absolument. C'est Narcisse qui dit qu'il est resté sur sa faim. Je dois dire que ce qu'il faut d'abord se poser comme question, c'est de savoir à quelle cible cette émission était adressée. Et pour moi, la cible à laquelle cette émission était adressée n'est pas celle qui est en tout cas au Bénin. Cette émission, qui est une émission internationale, puisque animée sur des chaînes de télévision. Et par des journalistes internationaux. Absolument. A fait le bilan, d'accord, a expliqué, pas le bilan des 2 ans, mais a expliqué un certain nombre de réformes, d'accord, qui font grincer les dents au pays. Vous savez, quand on parle des réformes, on n'est pas toujours compris. Et dans ce sens, le chef de l'État a voulu quand même expliquer un certain nombre de choses. Je crois que pour moi, c'était un grand moment de télévision. Parce que j'ai vu un chef d'État. Mais il y a eu des réalisations qui ont été énumérées par le chef de l'État. Je parle de la forme d'abord. Okay, j'ai vu un chef d'État. Narcisse était en train de dire qu'il n'y avait rien de concret. C'est lui qui le dit. J'ai vu un chef d'État dans une posture d'un homme d'État. Un homme d'État qui est avisé, qui a une connaissance des questions, absolument des questions internationales. J'ai vu un chef d'État qui avait de la clarté dans les idées, qui était court, concis et précis, qui savait où il allait. J'ai vu un chef d'État qui avait quand même, je dirais, de la cohérence dans les idées. Et ça, ce n'est pas aisé de le voir à chaque fois. Et donc, quand on le voit, il faut pouvoir le souligner. Quant au fond, je crois que le chef de l'État a pris le temps d'expliquer un certain nombre de sujets. Vous savez, les réformes qui sont indispensables pour notre pays, a expliqué le fond de ses pensées, a expliqué je dirais son ambition de porter le Bénin vers le... On peut ne pas être d'accord avec la manière dont les réformes sont opérées. Et lui-même l'a reconnu. Il a dit, je vais très vite, je reconnais que je vais très vite parfois. Et c'est mon ambition de pouvoir développer ce pays qui m'amène à aller très vite. On peut ne pas être d'accord sur, je dirais, sur la manière, mais le fond pour moi
il est important. Et le chef de l'État l'a expliqué de long en large. On pourrait revenir sur chacun des sujets qu'il a abordés au cours de l'émission. Vous voyez que finalement, vous me donnez raison, que c'était un peu du vide. On vient faire encore un jeu de vocabulaire à la télévision. Comme on l'a traité, c'est un grand moment de télévision. Donc, on nous a abreuvé simplement d'un... Oui, on nous a abreuvé simplement d'un grand moment de télévision. Mais je dis dans le fond, c'est vide parce qu'en matière de réalisation, vous avez d'actions qui pourraient, on ne peut pas en citer. On parle de réformes et des réformes qui sont... Le chef de l'État n'était pas en train de faire le bilan de ces 2 ans de gouvernance. Il faut que cela soit clair. Bien sûr, c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Il y est pour faire le bilan. Il y était pour le bilan des 2 années. Nelson Avademe. C'est ce qu'on nous a chanté. C'est vous qui vous l'a chanté. Les services de communication... Allez-y. Les services de communication ont dit qu'on aura un grand moment de télévision avec Patrice Talon sur ces 2... Mais il a quand même survolé ce qu'il a eu à faire en ce qui concerne les réalisations sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan des réformes. C'est un moment qui nous a... Des questions lui ont été posées avec ses relations avec... Vous savez, ça se passe sans commentaire qui nous a laissé trop songeur, où l'équipe qui a dirigé cette réalisation nous a laissé vraiment trop songeur. On a pensé qu'on aurait droit réellement à des réalisations, à des choses, puisqu'on dit qu'il ne veut pas, parce que ça ne veut pas communiquer autour de ces actions. Donc on se disait que peut-être c'est l'occasion, ce sera le moment rêvé pour avoir quelques-unes, mais hélas, c'est du pipeau. Au fond, c'est un moment de télévision qui doit sincèrement nous inquiéter encore par rapport à certaines révélations. Quand le chef de l'État dit... il connaît la loi, il connaît la Constitution, mais pour aller vite, il préfère s'engager lui-même, a dit, outre la loi de notre pays, quand il y a de ces brides qui passent dans son développement, est-ce que vous ne voyez pas qu'à un moment donné, cette idée ou peut-être cette phrase du chef de l'État est en phase avec sa volonté ou son besoin irrésistible dès le départ de vouloir réviser la Constitution? Parce qu'il était quand même conscient du fait que la Constitution n'était pas... C'est très grave quand vous venez au pouvoir avec la promesse que les institutions étaient bâillonnées, que vous devez leur redonner leur place, voilà. Et quand vous venez, on assiste à ce à quoi on... Mais quand on a eu la volonté, quand on a eu comme la volonté de vouloir quand même un temps soit peu faire changer les choses et que la volonté politique a pris le dessus, est-ce que vous ne voyez pas que parfois... Quand vous dites volonté, je dirais, le chef de l'État a la volonté de nourrir son peuple en lui demandant de serrer la ceinture pendant 2 ans, mais au bout de ces 2 ans, il demande encore d'attendre d'ici 2 ans, on a 2 ans encore qu'on verra. Donc, ce n'est que du report en report, il n'y a rien du concret, ce n'est que des jeux de mots. On est dans un... C'était pas un moment vraiment qui pouvait donner satisfaction aux Béninois parce que l'espoir était encore assassiné une seconde fois. L'espoir était encore assassiné une seconde fois. Je vais revenir à Nelson, je vais quand même vous poser. Mais si vous sortez du contexte de cette émission, est-ce que, selon vous, Narcisse Ressou, vous ne voyez pas que réellement il y a eu des choses qui ont été faites par Patrice Talon en 2 ans de gouvernance? Si vous dites cela, je dirais oui. Mais ça nous laisse quelque part inquiets. C'est là le problème. Il y a une crise de confiance autour de ce qui se fait. Je vais puisque vous voulez des ans, je vous dirais que je suis très satisfait de l'assainissement au niveau des finances publiques. Mais dans le même temps, je me pose la question de quelle réorientation on fait. C'est-à-dire, j'ai comme impression qu'on ferme d'autres poches et qu'on les rouvre ailleurs. Fait d'autres poches, c'est-à-dire on ferme la fuite d'autres ressources et qu'on les réoriente vers d'autres poches. C'est ce qui inquiète. Quand, par exemple, vous prenez un gouvernement qui vous dit que je prends la gestion du budget exercice 2017 oui, et quand vous faites un budget de 2010 milliards et qu'en finish, on n'y voit rien et vous revenez dire que vous l'avez exécuté. On n'y voit rien, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Quel chantier? Où? On a vu des chantiers nulle part. Des routes en cours de construction. Où? Nulle part. Nulle part. Mais nulle part. Pays, Nelson, est-ce qu'il n'y a pas eu des chantiers qui ont été lancés? Non, mais... Est-ce qu'il n'y a pas eu des routes Nelson ne peut pas me citer de routes, de chantiers. Non, écoutez, on est en train de faire un débat et je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Je suis surpris qu'on me dise que on a eu droit à une émission... on a eu droit à une émission qui n'en est pas une. Je suis surpris qu'on me dise que tout ce qui a été dit lors de cette émission
cela n'apporte rien au peuple béninois. Lorsque vous n'avez pas un environnement favorable, un environnement propice pour mener vos réformes, c'est que parfois cela tâtonne. Alors, il est important à un moment donné de vous faire comprendre, de vous expliquer une énième fois, de faire comprendre aux gens ce que vous voulez faire. C'est de la pédagogie. Et c'est dans cette dynamique que le chef de l'État est. On ne peut pas refuser. On a passé tout le temps à dire le chef de l'État ne sort pas. Le chef de l'État ne communique pas. Le chef de l'État fait tout en catimini. Le chef de l'État fait tout dans l'opacité. Le chef de l'État fait ci. Et quand le chef de l'État trouve une occasion de vouloir expliquer un certain nombre de choses, d'accord, à ses compatriotes, ceux qui sont, je le dis, la cible principale d'abord, c'est ceux qui sont à l'extérieur, la diaspora, fait comprendre ses idées, expliquer davantage pourquoi il a pris toutes ces décisions-là. Et quand on en vient à dire, à trouver encore que le chef de l'État ne devrait pas sortir. Le chef de l'État. Non, on n'a jamais dit ça. Le chef de l'État, cette émission, elle était vide. Qu'on en vienne à dire tout cela, moi je suis surpris. J'ai dit tout à l'heure que on vient de faire 2 ans. Et pendant les 2 ans, vous devez constater que le gouvernement actuel a passé son temps, d'accord, c'est-à-dire, je dirais, à déblayer le terrain. Le gouvernement a passé son temps à opérer des réformes. Parce que tel que le pays était, si l'on n'allait pas aux réformes, c'était suicidaire pour le pays. Et lorsque vous êtes visionnaire, lorsque vous êtes un manager, vous ne pouvez que faire ça. Et c'est cela qui se passe aujourd'hui. On a passé le temps à faire des réformes. Et aujourd'hui, vous devez constater que à partir de 2018, on est en train de décoller, on est en train de mettre en œuvre les grands projets. Les grands projets ont commencé. Vous avez par exemple, je dirais cette fois, qui est très cher à la population du plateau d'Abomey, Agbanizou, Lalo, qui est très cher à la population du plateau d'Abomey, qui a été lancé il y a de cela quelques mois. Vous avez la voie de Didia, qui est restée ici depuis des années, qui a été lancée. Donc, 2018, les grands projets étaient lancés. Et progressivement, je crois que nous allons y arriver. Il faut plutôt encourager le chef de l'État et son gouvernement, d'accord, à travailler, à communiquer davantage, à expliquer davantage, à faire adhérer, même si ce n'est pas tout le monde, à faire adhérer un certain nombre en tout cas la majorité, aux projets, aux réformes, pour pouvoir les mettre en œuvre. Il faut solliciter le chef de l'État et de son gouvernement la mise à disposition de l'information publique. C'est ce qu'il faut souhaiter. Mais lorsque je vois des gens qui s'échinent à ce que Patrice Talon puisse échouer à la gestion de ce pays, mais je suis attristé. Attristé parce que si Patrice Talon échoue, cela aurait été les 10 millions de Béninois qui auraient échoué. Ce n'est pas... j'ai l'impression à un moment donné qu'on a déplacé le débat. Le débat, ce n'est plus le Bénin. Le débat, c'est un problème de personne avec Patrice Talon. Mais on ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas continuer tous les jours à dire que tout ce que Patrice Talon fait est mauvais. Moi, je suis surpris. Et c'est en cela, je dis que, oui, si vous permettez, Kader, c'est en cela je dis que cette émission était une occasion pour le chef de l'État, et il a saisi au bon, cela a été une occasion pour lui, d'expliquer une fois encore les projets, d'expliquer une fois encore les réformes, de faire comprendre aux Béninois ce qu'il attend d'eux. Et je crois que tout autant que nous sommes, et vous d'ailleurs, je vous rassurer, vous l'avez compris, et c'est cet exercice qu'il faut demander au chef de l'État de multiplier. Parce que, voyez-vous, c'est un homme discret. Et lorsque vous êtes un homme discret et vous passez de cette discrétion à un homme public, il a voulu lui-même. Absolument. Mais c'est difficile de s'y adapter. Et donc, je crois que vous devez constater qu'il y a eu une amélioration au niveau de la communication. En 2016, tout au début, on n'avait pas l'information publique qui était difficile à avoir. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir l'information. Je crois que c'est en train de s'améliorer et c'est ce que nous devons souhaiter. C'est en train de s'améliorer. Des faits probants. Non, je n'en vois pas. Hein.
lui-même sait que c'est la réalité. Je n'en vois pas. Ça dépend de la posture dans laquelle vous vous mettez pour ne pas voir. Quand il dit de la discrétion... Pourquoi vous ne voyez pas cela? Non, parce que ça n'existe pas. Il est dans une posture qui ne lui permet pas de voir. Simplement parce que ça n'existe pas. Lenson sait lui-même que ça n'existe pas. Où sont ces chantiers-là? Il y a des tracteurs. Donc la voie Agbaïnzou n'a pas été lancée. La route des pêches, vous avez quand même... Je parlais... Non. C'est des réalisations... Heureusement qu'il a été précis. J'ai donné 2 exemples. J'ai parlé par exemple de la voie Agbaïnzou-Lalo. Vous n'avez pas vu, ça n'a pas été lancé. Tu sais, moi je parle de la route des pêches, Narcisse. On est en train de parler de bilan. Et il me dit qu'une voie est lancée quand? Au bout de 2 ans, c'est le bilan de 2 ans qu'on vient de faire. Mais quand vous prenez la route des pêches, par exemple, est-ce que... J'ai parlé. Les réformes, pour vous, les réformes ne sont pas des bilans à faire. Quand on a laissé le pays dans la vie, quand on a détruit socialement le pays, quand le tissu social a été détruit, financièrement on a détruit le pays, tant qu'on a procédé, quand on a fait tous les détruits, les gens viennent pour faire des réformes. Vous trouvez que rien n'a été fait en 2 ans. Pour Narcisse, je prends acte. Pour Narcisse, en 2 ans, rien n'a été fait. C'est ça. Nelson, avant demain. Nous sommes en train de faire le bilan de 2 ans d'exercice. Et au bout de 2 ans, vous nous parlez de réformes. Des réformes qui se font dans une certaine clandestinité, au mépris du peuple béninois, qui ne sait pas à quoi concourent aujourd'hui ces réformes. C'est à croire que c'est un clan au pouvoir qui se trouve être le plus intelligent. Et c'est d'ailleurs ce qu'a révélé cette sortie-là, quand je dis qu'il y a des déclarations qui nous laissent vraiment songeurs, des déclarations inquiétantes. Lesquelles, par exemple? Que mes amis ou bien mes compatriotes me demandent la gestion du peuple, mais ils sont tous incompétents. Quand vous revenez, mais quand vous êtes élu, vous voulez révéler un pays et vous ne trouvez que des incompétents. Mais vous avez accepté prendre ce pays et ce n'est pas pour travailler à ce que ce pays puisse regorger de compétents, et c'est pour dire partout, vous avez dénaturé les c'est pour dire partout qu'il y a des incompétents. Je n'ai pas fini. Nelson Avademe. Il vous a toujours écouté. Nelson Avademe, je n'ai pas fini. Ce n'est pas dénaturé. Ce n'est pas dénaturé. Vous aurez votre temps de réplique. Lorsqu'on dénature les propos du chef de l'État, lorsqu'on dénature les propos du chef de l'État, il est important rapidement de le dénaturer. Mes compatriotes me demandent la gestion du sport. Mais ils sont tous incompétents, c'est bien grave. Cependant, au bout de 2 ans, ah oui, évidemment, il y a une rumeur de 12 ans, si je fais cette... Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Voilà les incompétences. Oui, c'est une bourde. D'accord. Dans le même temps. C'est pourquoi il en a parlé d'ailleurs. Ah ben, si le chef de l'État lui ne rassure plus, parce que si à la première déclaration, ce n'est pas le débat, on va revenir dans le débat. Il ne faut pas confondre des gens qui veulent plaire au chef de l'État avec des véritables partisans du chef de l'État. Non, mais le chef de l'État aussi nous donne des raisons de croire cela, en ce sens que la première déclaration sur affaire de mandat et de réélection, il a dit, quelles qu'en soient les issues, je ferai de mon mandat unique une obligation morale. Quand même, au moins le peu d'instructions que nous avons eues à l'école nous permet de décortiquer. Quelles qu'en soient les issues, je ferai de mon mandat unique une obligation morale. Et si 1 an après, vous revenez, si 1 an après, il n'était plus candidat. C'est un politicien qui a parlé. Il n'était plus candidat. Et si 1 an après, vous revenez dire, j'aviserai. Et si 1 an après, vous venez dire, 2 ans après, finalement, vous venez dire que ce n'est plus d'actualité. Et d'un autre côté, vos louangeurs, vos turiféraires disent que vous voulez faire 12 ans et que votre mandat actuel ne compte pas. Il y a de quoi compte ce qui a été dit par ce monsieur. Non, nous allons lier juste les propos de part et d'autres. Non, il ne faut pas lier parce qu'il n'est pas dans l'entourage serré. Dans tous les cas, pour que ses propos aient assez de crédibilité. Dans tous les cas, ce n'est pas nouveau que les gens, enfin, pas que les gens, que des élus viennent au pouvoir, prennent coup et oublient leurs promesses, oublient leur volonté, oublient le peuple, puisque c'était quoi? C'était impératif, le mandat unique. C'était pour réformer les partis. Et cependant... Mais les réformes sont en cours, vous l'avez reconnu tout à l'heure, Narcisse. Les réformes se font de quelle manière? Pour qui?
les Béninois savent qu'on est en train aujourd'hui de faire des réformes pour eux. Toute réforme est quand même non, ce n'est pas ça. Les Béninois aujourd'hui ont l'impression que les gens se réforment au sommet de l'État pour eux-mêmes et non pour le peuple béninois. Parce que si c'était réellement pour le peuple béninois, on verrait très clair dans ces réformes-là, et non, ce ne serait pas dans une certaine clandestinité, ce ne serait pas qu'on les jette et on dit réforme. Non, il faut associer les acteurs. C'est pourquoi quand les gens veulent justifier cela pour dire qu'il avait promis de faire les réformes, il a promis de faire les réformes et les faire comment? Je vous donne un petit exemple pour caricaturer. Vous êtes dans une maison, vous héritez d'une maison, on prend un administrateur. Je prends le chef de l'État comme un administrateur élu. Ça dit quoi? Vos frères vous ont élu comme administrateur, comme lui il est élu pour les Béninois. Mais l'administrateur, il est exécutant. Mais avant d'exécuter, c'est quoi? C'est un conseil. C'est les enfants, c'est les héritiers qui donnent quitus pour qu'ils puissent opérer telle action. Le quitus des votes, ce n'est pas fini. Il ne faut pas dire qu'il est élu à 65%, ce qui voudra dire qu'il devient le seul intelligent du pays. C'est lui seul qui engage les réformes, il les fait à la va-vite. Les citoyens sont en droit aujourd'hui de s'inquiéter pour comprendre quelles sont ces réformes-là, parce que tout ce que vous faites sans moi, c'est contre moi. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus d'inquiétude à croire à ces réformes-là, surtout économiques. Et quand on sait qu'aujourd'hui, on a un opérateur économique au pouvoir, et pour mener des réformes économiques, et vous les faites en catimini de cette façon-là. Vous voulez que chez parti, ça vienne le Conseil des ministres pas à l'Étoile Rouge? Ça ne se passe pas en Conseil des ministres. On a déplacé le débat 7, mais ça ne se passe pas en Conseil des ministres. C'est parce que la société est faite de corps constitués. Chaque secteur est constitutif et vous pouvez travailler par rapport aux réformes avec et engager, impliquer les acteurs et non rester au sommet là-bas. Quand vous restez au sommet, vous faites comme ça. Les acteurs ne sont pas impliqués. Non, ils ne sont pas impliqués. Moi, je crois que Assis oublie d'abord que nous sommes dans un régime présidentiel, pas dans un régime semi-présidentiel. Et je le défie de me dire un seul article de notre Constitution qui dit que le chef de l'État doit, en voulant faire des réformes, doit consulter, comme il a si bien dit, doit consulter. Et l'exemple de famille, je lui rappelle que l'exemple de famille qu'il vient de donner n'est pas le meilleur. Notre constitution, pas de consensus, je vous le rappelle. Parce que non, le consensus aujourd'hui a été établi à valeur constitutionnelle. C'est pourquoi la réforme constitutionnelle a échoué, est rejetée. Le consensus dont vous parlez, on n'a jamais dit que le chef de l'État doit gouverner par consensus. Non. On n'a jamais dit que le chef de l'État doit gouverner par consensus. À partir de ce moment, lorsque des Béninois ont élu un chef de l'État, vous l'avez rappelé, si bien rappelé tout à l'heure, il a dit, je ne sais pas, je suis étonné de voir des Béninois être surpris par les réformes. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Patrice Talon a annoncé qu'il est venu pour opérer des réformes. Et les réformes sont douloureuses. Mais si nous voulons aller au développement... Ça devient une incantation dans la République. Les réformes sont douloureuses. Ce n'est pas une incantation. Ça devient une incantation. Si nous voulons aller au développement... de rupture. Non. Si nous voulons aller au développement... Je laisse Avademe avancer. Nous devons accepter les réformes aujourd'hui et pouvoir être heureux demain. Nous avons même une réforme, une loi qui a été votée récemment à l'Assemblée nationale, qui a fait même la une des jours cette semaine, qui est quand même assez salvateur. Vous le dites si bien, c'est une loi à caractère social. C'est une loi à caractère social, par exemple. Narcisse David, non. Est-ce que, à votre avis, vous permettez que je finisse? Cette loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, est-ce que quand même ça n'apporte pas le sourire aux lèvres tant que je ne prendrai pas le temps. Narcisse vous dira que ça n'apporte absolument rien. Tant que je ne prendrai pas. Parce qu'il est certainement dans cette dynamique. Tant que je ne prendrai pas le temps. Vous êtes locataire, non? De décortiquer. Vous êtes locataire? Narcisse est propriétaire, il n'est pas locataire. Je suis locataire, ça ce n'est pas un problème. Mais quand vous dites que désormais vous payez 3 mois d'avance au lieu de payer peut-être un an... C'est l'élément de communication que le gouvernement a voulu choisir pour récupérer cette loi au bon pour en faire une communication pour me justifier. C'est le gouvernement qui fait la communication. On sait ceux qui communiquent pour le gouvernement, on lit tout de près parce qu'on est au Bénin, on suit tout. Ce que voudra dire cette récupération pour vouloir en faire une œuvre sociale, parce que le gouvernement est en panne d'action. Et quand il trouve une opportunité de quelque chose, quelque part, on récupère pour communiquer autour. Donc on concède ça aujourd'hui, ça c'est sans discours. Maintenant je dis
tant que je ne vais pas décortiquer article par article cette loi, je me garderai de me réjouir très tôt. Parce qu'on a vu dans ce pays, vous savez, la loi pour le contrat de travail, vous savez comment ça s'est fait à l'Assemblée nationale. C'est passé, certains s'en réussissaient. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a des couacs et que cela ne permet pas à celui qui a la quête du travail d'être plus en sécurité comparativement à ce qui était. Donc, de ces exemples-là sont légion. Toutes les lois sont perfectibles. Toutes les lois sont perfectibles. Exactement. Donc, il faut demander aux gens de ne pas jubiler parce qu'il y a beaucoup de pièges par rapport. Je ne voudrais pas me prononcer sans aller lire tous les articles sur les 90. Cependant, je dis aux gens de se retenir, de ne pas trop jubiler. Alors, non, je crois que on ne doit pas passer tout notre temps à dire Patrice Talon ne fait rien, nous ne voyons rien, ainsi de suite. C'est faire preuve de mauvaise foi. Et je ne dirais pas que Narcisse fait preuve de mauvaise foi. Parce que ceux dont on parle, on le sait tous, ceux dont il est question, on est conscient. Moi, je crois qu'il faut laisser le temps aux réformes. Nous sommes dans l'année 2018 et nous sommes bientôt dans le 5e mois. Beaucoup de chantiers ont été lancés, surtout les grands travaux. Oui, citez-nous les grands travaux. Beaucoup de chantiers. Il est important d'accompagner cette dynamique. Il est important d'accompagner cette dynamique pour que le Bénin se révèle. Nous ne devons pas l'arrêter parce que le faire, je l'ai dit tout à l'heure, ce serait suicidaire pour le pays. Et tous ceux que vous voyez, en tout cas la majorité, je ne dirais pas tout, mais la majorité de ceux que vous voyez, qui font du bruit, qui intoxiquent, qui passent le temps à salir, les désinformations ne sont pas dues comme au fait qu'il y a un déficit d'information. Je l'ai souligné tout à l'heure, qui passent le temps à mentir sur les plateaux de télévision. Il faut beaucoup informer. Sur les plateaux de télévision et de radio. Il n'y a plus de désinformation. Ceux-là ont été touchés, sont ceux qui ont le plus été touchés par les réformes. Surtout les réformes, l'assainissement des finances publiques. Vous avez vu combien de milliards on a récupéré dans le dossier Ségur? Vous avez vu? Donc, je pense que c'est pour vous dire, un très bon dossier. L'assainissement des finances publiques. Je pense qu'on va l'assainissement des finances publiques. Parlons de l'assainissement des finances publiques. On assainit pour détourner vers où? Réalité aujourd'hui. On assainit pour détourner vers où? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des informations. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des informations économiques sur le pays. Par exemple, la Cour constitutionnelle demande à ce que le gouvernement lui donne des informations sur le salaire que gagne le gouvernement, les membres du gouvernement, le chef de l'État, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir d'informations économiques. Le directeur adjoint a écrit à la Cour constitutionnelle pour lui demander de se référer à la grille salariale des cadres de l'administration publique. Laissez, c'est parce qu'une autre circulaire venant du gouvernement a circulé que cette information que la Cour considère que les gens ont fait un recours. C'est parce qu'il y a une contre-information par rapport à ce que dit Avademe. Parlons d'assainissement des finances publiques. Nous avons vu au cours de cette semaine, lors du dernier conclave gouvernemental, un greffier en chef réputé d'ailleurs, ancien greffier en chef d'ailleurs, Abou Seibou, qui serait impliqué dans un scandale financier estimé à plus d'1,5 milliard dans sa gestion. Alors, quand on sait que l'intéressé est très actif sur le plan des œuvres caritatives et sociales, et quand on sait qu'il est président d'un parti politique qui est partisan de la gouvernance actuelle, est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui que la lutte contre la corruption et l'impunité se mène en toute objectivité aujourd'hui, Narcisse Ressou, et que sur le plan des réformes et sur le plan de l'assainissement des finances publiques, il y a quand même des efforts qui sont effectués en ces temps de rupture et de nouveau départ? Bon, s'il y a mal gouvernance à quelque niveau, on demanderait sanctions. Mais est-ce que vous ne voyez pas au moins une objectivité à ce niveau? Quand on sait ce que l'homme est et que le combat dans lequel l'intéressé s'engage. Vous n'avez pas toutes les informations politiques. Donc il faut qu'on se réserve d'en parler d'ailleurs. Peut-être vous en avez. Et je dis, à quelque niveau, à quelque endroit où il doit avoir détournement ou malversation financière de n'importe quelle facture, il est de bon ton de sanctionner. Mais ce que nous déplorons toujours, c'est que c'est toujours sélective cette sanction. Pourquoi? Mon ami a évoqué Ségur, mon ami a évoqué Ségur. Mon ami a évoqué non, vous aurez pu le changer. Mais c'est vous-même qui venez d'évoquer le cas Ségur.
Mais voilà. Je vous propose de changer ce disque-là. Non, mais dites, il est rayé. C'est rayé, mais cependant, le cas Ségub. Narcisse Ressou, c'est vidé. Non, c'est mon avis là. La lutte est sélective. C'est mon avis là que je donne en disant, j'ai commencé par dire, partout il y a malversation, il faut punir. La lutte est sélective. Et je dis cependant, puisque vous avez parlé de lutte contre la corruption, et je me suis rappelé automatiquement qu'avant que vous n'enclenchiez ce débat, mon ami Avademe a évoqué un cas Ségub pour me rafraîchir en même temps la mémoire. Et aujourd'hui, ce dossier s'est passé où c'est noyé, on dirait. Quand on a vu les acteurs de ce dossier rapidement courir aller à la rupture, devenus aujourd'hui louangeurs sur les chaînes de radio, proposer même des marches, on a tout compris. De là, faites vous-même la conclusion s'il y a des luttes sélectives ou pas. Mais est-ce que vous reconnaissez avec moi que quand vous évoquez le mot sélectif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont impliqués, mais on décide de prendre juste une partie et de laisser d'autres. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'à l'avenir, peut-être, on peut commencer par là, quitte à ce qu'à l'avenir, ceux qui ont été peut-être épargnés soient épinglés par mais là, si c'est ce que vous proposez... Quand on parle de sélectif, oui, si c'est ce que vous proposez, alors là, c'est de la ruse. Ça dit quoi? Vous savez que... Oui, c'est de la ruse. Il n'y a pas de rage ici sur ce plateau. Non, on parle de ruse d'abord. S'il y a rage, on le dira. Mais là, c'est encore de la ruse. Si vous savez que les gens qui vous entourent au quotidien, qui sont aussi impliqués dans des dossiers, et si vous reportez leur cas, le temps qu'ils vous servent, avant de les livrer, non, les citoyens veulent être convaincus. Si vous commencez, la charité bien donnée commence par soi, mais commencez par vos amis, ceux qui sont dans votre sérail. Il y en a, oh, dis donc. Vous ne serez pas d'avis. Nelson Avademe. Dis donc. Oui, je dois dire que il n'y a que Narcisse qui voit une lutte sélective. Oui, vous venez de parler du cas Abou-Seyngo. Je crois que l'impunité, il faut en découdre. Vous ne pouvez pas disposer des fonds publics comme bon vous semble. Et quand on me parle d'un greffier, qui pour moi est un homme de droit, qui a passé 7 ans pratiquement à ce poste, de 2011 à 2018, qui a passé 7 ans à ce poste, et qui, lors de son départ à la retraite, a refusé de passer service. Et que pendant 5 mois, son successeur n'a pas pu rentrer, c'est-à-dire n'a pas pu avoir les attributs en ce qui concerne ce poste-là. Et qu'il a été interpellé par l'inspection générale du ministère avant qu'il ne passe service. Ce n'est pas bien. Quand vous entendez ce genre de choses, je dis, vous constatez que la déchéance morale a atteint son paroxysme. Mais est-ce qu'on peut spéculer et dire peut-être que ces œuvres caritatives étaient issues quand même de ces... Lorsque on dit 1,5 milliard, vous entendez le montant 1 milliard. 1 milliard, ça fait 1000 millions. D'accord? 1,5 milliard. Mais dans le cas d'espèce, même si c'est pour des œuvres caritatives, on sait là où c'est parti. Le PPA n'a pas vu là où l'argent est parti. Vous ne pouvez pas disposer des fonds publics pour faire des œuvres caritatives. Vous savez, on parle de fonds publics. Des fonds qui nous appartiennent à nous tous. Et si c'était le cas, vous en disposez, comme vous le dites, vous faites des œuvres caritatives. Non, ça n'a aucun sens. Personne ne vous oblige à faire des œuvres caritatives. Si vous voulez faire des œuvres caritatives, c'est que vous avez les moyens de pouvoir les faire. Mais vous n'allez pas disposer des fonds publics pour faire des œuvres caritatives. Moi, je voudrais que le procureur de la République se saisisse. Donc, le garde des Sceaux a été instruit pour le saisir. Qui soit rapidement, qui se saisisse très rapidement de ce dossier. Avec la dernière rigueur de la loi. L'intéressé soit écouté. Et s'il effectivement les fonds ont été dilapidés, qu'il soit sanctionné avec la dernière rigueur de la loi. On ne peut pas avoir une justice à toute vitesse dans le pays. Une justice pour ceux qui sont nantis et une autre justice pour ces citoyens qui volent peut-être un bœuf ou une poule, ainsi de suite. Ça fait mal aussi hein, quand on vole un bœuf. Oui, mais écoutez, lorsque vous voyez des gens dire là, 1,5 milliard, vous savez le nombre d'écoles que cela aurait pu construire? Vous savez le nombre d'équipements? Il en a construit quelques-unes. Non, vous savez le nombre d'équipements dans les hôpitaux que cela aurait pu servir. Vous savez le nombre de tables et bancs qu'on pourrait fabriquer avec ces 1,5 milliard pour les donner. Allez, moi, je vous parle par exemple d'un village dans la commune de Zogbo demain. Chez vous, les élèves n'ont pas de table et banc. Et quand vous êtes élève là-bas, vos parents doivent pouvoir vous fabriquer un petit tabouret.
Et donc, vous quittez la maison avec votre tabouret sur la tête, vous venez à l'école, vous asseyez sur le tabouret, et quand vous finissez, vous repartez à la maison avec votre tabouret. Vous savez, c'est 1,5 milliard, le nombre de banques que cela aurait pu faire pour ces enfants-là, qui sont les cas de demain. Non, je crois qu'il faut qu'on arrête. On peut pas. N'allons pas trop voilà, non, je suis sensible. Je suis sensible au propos de Nelson. On ne peut pas disposer des fonds publics. C'est pas possible. Des fonds publics. Mais à côté de ça, quand on veut investir 900 milliards pour Alphatage au bord de fonds, dans les rues de Cotonou, ça, par exemple, ce sont des priorités. Les cadres de demain, comme vous venez de le dire. Ok, laissez les enfants sur les tabourets et laissez les enfants à Zongo demain. Nous n'allons pas aller à la responsabilité. D'accord, donc vous appelez à la responsabilité de nos communes et de nos municipalités. Ah bon, vous savez comment vous les gérez? Si dans une municipalité, dans une commune. Donc vous êtes fiers de la décentralisation déjà aujourd'hui. Je pense que Narcisse ne sont pas là aujourd'hui pour parler de la décentralisation, nous ne sommes pas là également pour faire des débats du berger à la bergère. Je pense que c'est le cas Abou Seibou qui nous a amené dans ce débat, qui nous a peut-être sorti du débat. Je pense que la justice est saisie du dossier, elle va agir en toute autonomie pour qu'on puisse voir assez clair dans le dossier. S'il est inculpé, on en reparlera avec beaucoup plus d'explications, de commentaires légitimes. Je pense que le sujet prochain, c'est le sujet relatif à la levée de motion de grève du Front des 3 ordres de l'enseignement, qui a levé sa motion de grève pour quand même sauver l'année académique en cours. Mais dans le même temps, on constate un peu une reprise timide des cours. Nelson Abadimé. Oui, une reprise timide des cours parce que, vous savez, ça fait déjà 3 mois de grève. 3 mois de grève et des enfants sont certainement, ou n'ont pas certainement appris que l'école a repris. On a comme l'impression qu'il y a une mutinerie aussi qui s'organise du côté des syndiqués aussi. Mais c'est ça aussi. Vous savez, et c'est là où vous devez comprendre avec moi que le métier, en tout cas, que les gens ne vont plus à l'enseignement aujourd'hui par vocation. Que les gens vont peut-être à l'enseignement parce qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas trouvé d'autres issues. Parce que, voyez-vous, ce qu'on nous a raconté. On peut parler d'enseignants comme ça, on peut être estimer que les revendications... Quand vous voyez les enseignants qui s'invectivent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont véritablement des enseignants? Est-ce que c'est véritablement des enseignants? Absolument. Quand ils disent s'invectivent par rapport à la levée de cette motion de grève, quand vous voyez les enseignants qui s'invectivent, quand vous voyez des enseignants qui se... L'autre qui déballe les dessous de l'autre sur les réseaux sociaux, l'autre qui dit oui, vous avez pris de la... Mais quand vous voyez les enseignants se comporter comme ça, quand vous voyez les enseignants se transformer en badauds et venir empêcher les négociations gouvernement central syndical au niveau de l'Infosec, se transformer en de véritables badauds, je dis, pour venir empêcher les négociations. Vous pensez qu'on peut respecter cela? L'enseignement est un métier noble. Et donc, quand on en arrive aujourd'hui à ces comportements, ces désolateurs, je crois que il y a une crise. Il y a une crise au niveau du fond, il ne faut pas se le cacher, parce que vous avez vu des gens qui se sont regroupés pour destituer les 2 porte-paroles, et ils ont choisi d'autres porte-paroles. Les 2 porte-paroles qui ont été destitués sortent un autre communiqué pour dire que c'est un coup d'État et que les sanctions disciplinaires à ceux-là qui se sont réunis pour les destituer tomberont dans les jours à venir. Donc il y a une sorte de cacophonie à la tête du fond. L'essentiel, c'est que les cours reprennent. Et je voudrais saluer déjà l'effort des partenaires sociaux et du gouvernement à pouvoir réaménager le calendrier scolaire qui est déjà disponible pour que nous puissions avoir les examens nationaux au niveau du Bénin. Alors, Narcisse Ressou, est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, cette fronde sociale qui a longtemps duré ne pose pas un peu le problème, mais la problématique d'ailleurs, de la lutte syndicale avec une sorte de laisser-aller en ce qui concerne le mouvement syndical au Bénin? Une sorte de laisser-aller. C'est-à-dire, aujourd'hui, on constate, lorsque les responsables des centrales et conventions syndicales ou les responsables du Front des 3 ordres des enseignements décident aujourd'hui de lever leur motion et que les syndiqués à la base refusent d'obtempérer parce qu'ils n'ont plus confiance, parce qu'il y a une sorte de crise de confiance entre les syndiqués et ceux qu'ils ont mandatés pour leur représenter devant les autorités publiques. Est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui que ça pose un problème aujourd'hui de perte de confiance? Je dirais d'abord par rapport à ce qui est constaté que le gouvernement a atteint son objectif. Parce qu'il y a une situation qui est en cours. Quel était l'objectif du gouvernement à votre avis? Les diviser, créer cette polémique. Aujourd'hui, les regards sont tournés
Vous n'allez pas dire que c'est autant de Patrice Talon que les gens estiment que les syndicalistes sont corrompus. Ça a été dit haut et fort par Boniaï à l'époque, ça a été dit par d'autres acteurs politiques qui sont manipulés. Par eux-mêmes syndicalistes. Je ne dis pas, je dis l'objectif de cette lutte que le gouvernement l'a atteint. Simplement parce que, au lieu de régler les problèmes, le gouvernement a préféré opérer par débauchage. Et finalement, aujourd'hui... Mais quel aurait été l'intérêt du gouvernement à les diviser, à votre avis? Pour ne pas régler leurs problèmes, les revendications qui sont sur le tapis. Parce que les gens réclament quelque chose, les travailleurs réclament quelque chose. Le gouvernement a eu à échanger avec eux et à parler avec eux. Mais est-ce que vous ne voyez pas à un moment donné, comme l'a évoqué un peu si loin Nelson Abademe, que le combat qui se passe, le combat qui se déroule aujourd'hui n'est pas un combat contre la gestion du pouvoir d'État ou bien contre les revendications corporatistes, mais un combat contre la personne de Patrice Talon. Parce que quand on lit sur les réseaux sociaux et qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui... faut comprendre quelque chose. Et que l'avenir de la jeune génération n'est pas du tout mis en exergue. Quand au départ, on vous disait que pour opérer des réformes, il faut une méthodologie. Les crises, aujourd'hui, on pense que c'est dirigé contre Patrice Talon. Si c'est Patrice Talon qui mène les réformes, alors tant mieux. Et si aujourd'hui... on ne pense pas qu'il faut, d'une certaine façon, conduire les réformes et qu'il faut instaurer un dialogue sincère et qu'on crée une crise de confiance, voilà à quoi on peut assister. Et ça t'ingringole, ça s'enchaîne de façon décroissante. Depuis le sommet, le front où les secrétaires généraux n'ont plus confiance, ça nous a amené jusque là. Aujourd'hui, c'est la base qui perd confiance par rapport aux porte-parole et aux secrétaires généraux, et ça continue. Ce que voudra dire, quand je dis le gouvernement atteint son objectif, au lieu d'aller dans un dialogue sincère et franc, on préfère jouer à la ruse, et voilà le résultat. Aujourd'hui, l'école peine à reprendre, malgré qu'il y ait suspension, l'école peine à reprendre. On se contente de Cotonou, de Calavi pour dire, oui, ça a repris timidement, mais les portes sont encore fermées. Dans beaucoup de départements. Quelle serait la conséquence de cette crise de confiance aujourd'hui? Non, cette crise de confiance est aujourd'hui, la conséquence de cette crise de confiance est claire. Vous allez voir que d'autres syndicats vont naître. Vous verrez que désormais, la parole des secrétaires généraux ou porte-parole voilà, n'aurait de crédibilité. Et c'est le mouvement syndical qui en pâtit. Vous savez, c'est... En matière syndicale, lorsque vous faites la grève, vous déclenchez un mouvement de grève, il faut pouvoir évaluer l'impact de ce mouvement de grève sur le secteur dans lequel vous l'avez déclenché. Et lorsque vous arrivez à l'évaluer, il y a ce qu'on appelle le repli tactique. Vous devez replier tactiquement, quitte à ne pas laisser pourrir la situation. Parce que lorsque vous allez laisser pourrir la situation, à cet instant, personne ne vous comprendra. Je crois que les syndicalistes, à un moment, ont joué jusqu'au boutiste, n'ont pas voulu saisir la main tendue du gouvernement, qui leur a proposé un certain nombre de choses. Il aurait fallu l'accepter. D'abord, faire les choses de sorte que les activités reprennent et après, en demander plus. Quand vous voyez les portes des hôpitaux fermées, là, vous devez comprendre qu'il faut aussi réformer le milieu syndical au Bénin. Parce que, Calais, vous permettez, lorsque vous avez un parent qui est malade et que vous n'avez pas les moyens de l'envoyer dans une clinique privée, que vous allez dans un hôpital et qu'on vous dit, on ne peut pas le prendre en charge parce que nous sommes en grève. C'est là où vous devez comprendre qu'il y a danger dans la République. On ne peut pas, vous et moi, nous avons droit à la santé, nous avons droit à l'éducation. On ne peut pas, pour des revendications, pour des accessoires de salaire, parce que il faut le souligner, ce n'est pas le salaire. Des accessoires de salaire. Ce n'est pas le salaire. Ce n'est pas le salaire qui n'est pas payé. On n'a jamais dit que les enseignants ne reçoivent pas leur salaire. Donc pour des accessoires et des primes, c'est-à-dire on ferme les hôpitaux et on refuse de soigner les malades. Sans service minimum, on refuse de soigner les malades. On dit qu'on est en grève. On ferme les écoles et on empêche vos enfants, nos enfants, d'avoir le droit à l'éducation. Et on dit, c'est le gouvernement. On dit, c'est le gouvernement. Et donc, on est tous comptables de ça. Et donc, bon, parce que, bon, il y a quelques années, cela se faisait. Il faut laisser les choses en état.
Il ne faut pas réformer, il ne faut pas corriger. Laissons les choses en l'état. Que le pourrissement continue et après nous allons tous nous retrouver pour applaudir. Je pense que cette année va quand même amener à de profondes réflexions. Absolument. Et c'est là, je suis d'accord. Il faut réformer le mouvement syndical et que la bourse de travail ne soit plus transformée en une république dans une autre république. J'espère. Est-ce que vous travaillez comme l'évoquait tantôt? Je crois que le gouvernement ou le chef de l'État est tombé dans son propre piège. Et ce que vivent les... Pourquoi vous fondez pour affirmer que c'est... Voilà, simplement parce que vous ne pouvez pas dire aux enseignants, vous les avez regroupés catégorie par catégorie pour leur dire que ce qu'ils réclament aujourd'hui là, que c'est une miette ça là, que ça là, qu'on leur propose comme statut particulier, que c'est une miette. Et aujourd'hui, 3 acquis. Ces enseignants vous demandent ce que vous avez considéré comme des miettes, de leur mettre cela en application et vous êtes incapable. Et vous dites qu'il n'y a pas de ressources. Alors que vous avez traité ça de miettes. Et que quand vous allez venir, vous allez doubler cela et faire mieux que ça. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand ils rentrent en dialogue avec vous, par rapport à un droit acquis, c'est-à-dire pour lui, c'est leur droit. Ça reste juste qu'ils doivent commencer par en bénéficier. Et quand ils rentrent en dialogue avec vous, et vous leur donnez des moratoires, et vous êtes toujours dans ce dialogue-là, quand subitement vous avez commencé par l'Assemblée nationale, ce que d'autres appellent votre bras fort à l'hémicycle, par retirer le droit de grève secteur par secteur, ça inquiète. Non, c'est ce qui... On n'a jamais retiré le droit de grève. On a demandé le retrait du droit de grève dans 2 secteurs sensibles. Non, mais ça fait secteur, pas secteur. On a demandé aux magistrats, on a demandé à la santé. Les enseignants craignent que ça ne vienne à leur niveau. Ma question, on a parlé de 2 secteurs sensibles. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Est-ce que je vous pose comme question? Est-ce que... On ne va pas réformer le mouvement syndical? Actuellement, nous n'en sommes pas encore aux réformes du secteur syndical. Nous sommes... Mais est-ce que la crise actuelle, avec ce coup à quoi on assiste, le théâtre auquel on assiste aujourd'hui, est-ce que ça ne vous pose pas un problème de confiance vous-même en tant que parent d'élève de constater que pendant que les responsables disent la motion est levée, ils écrivent, d'autres disent non, nous sommes les syndicats. Ce n'est pas fait nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas fait nouveau, seulement que c'est déplorable qu'à l'aide de la rupture, qu'on puisse aussi vivre ça. Depuis toujours des présidents passés, on a toujours vu les gouvernements diviser les syndicats pour obtenir quel gouvernement qui a divisé les syndicats. On a toujours vu sur tous les régimes. Quand vous parlez que le gouvernement doit diviser les syndicats, finalement vous accusez qu'il est d'une légitimité d'ailleurs irréfutable dans notre avis, que le gouvernement puisse quand même opérer des manœuvres dans la mesure d'avoir quand même une tension sociale adéquate pour que les écoles puissent mieux fonctionner, les hôpitaux également. Mais c'est le gouvernement jusqu'à aujourd'hui qui, par rapport aux enseignants, fait la sourde oreille. C'est le gouvernement, partout on dit que Patrice Talon ne veut pas. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ce n'est pas une contre-vérité. Il réclame quoi? Les enseignants ont réclamé quoi? Les sous-défalqués. Les sous-défalqués. A donné aux enseignants. Les sous-défalqués. En fonction des moyens du moment, le gouvernement a octroyé aux enseignants ce qu'il faut. Mais lorsqu'on vous octroie cela, est-ce que vous ne les prenez pas, vous voulez aller, vous voulez jouer jusqu'au bout? Prenons juste un exemple parmi tant d'autres. Ils en ont eu pour leur compte aujourd'hui. Prenons un exemple parmi tant d'autres. Prenons un exemple parmi tant d'autres. Pas du tout. Prenons un exemple parmi tant d'autres. Les défalcations. Ça ne bloque pas le dialogue. Nous avons les journées médias. Le gouvernement ne fait pas la sourde oreille. Les tests sur la défalcation sont clairs. Vous savez, le gouvernement qui interprète à ça. Vous êtes dans le privé. Nous parlons des journées médias. À Palmarès, si vous ne travaillez pas pendant un mois, vous aurez droit au salaire. Vous pensez qu'à Palmarès, si vous ne travaillez pas pendant un mois, vous aurez droit au salaire? Lorsqu'on ne travaille pas, on ne réclame pas le salaire. Il faut inculquer cette culture-là. Si nous sommes dans le privé et que si nous ne travaillons pas, nous n'avons pas droit au salaire. Ce que vous êtes en train de dire, parce que il y a une réglementation en matière, il y a une réglementation en la matière. Et nul ne se lève pour gérer un pays dont vous parlez à sa guise et à sa tête. Lorsqu'on n'a pas travaillé, on n'a pas droit au salaire. Malheureusement, on parle des GMB. Nous pouvons évoluer. Il faut le demander à la parce que c'est lui qui trouve le gouvernement partout. C'est vous qui étiez
un peu... oui, revenez à votre question pour qu'on puisse... Je disais tantôt que nous allons parler de nous-mêmes et laisser coller la paix au gouvernement, coller la paix aux autres et parler de nous-mêmes, de nos problèmes. Aux enseignants aussi. Nous parlons des JMB, les journées médias bénin qui démarrent le lundi prochain. Vous aurez pu donner la parole à l'organisateur en chef d'abord de nous présenter. Je l'avais posé la question, mais vous l'avez empêché de répondre. Non, il peut l'organisateur en chef peut vous répondre. Je me retourne vers vous. Si l'organisateur adjoint, en tant que journaliste pour les médias, Élan Média, Journée Média, JMB, qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative de vouloir célébrer autrement la liberté de presse? Bon, je crois que les journées médias du Bénin... Vous ne connaissez pas... non, j'ai assisté à la JMB. Oui, JMB, j'ai assisté à la première édition. Je crois que c'est un cadre festif, d'accord, qui permet de regrouper les professionnels des médias dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse qui se déroule le 3 mai de chaque année. Un cadre pour regrouper les professionnels des médias pour se divertir, et se retrouver entre confrères. Et être loin des micros, de la plume. Ouais, la particularité de cette année, c'est qu'il y a des colloques, pour ceux que j'ai lu du programme, des colloques scientifiques, des concours même de production. Je crois que c'est une bonne chose à encourager. Et il faut réfléchir au-delà des JMB et voir réellement, c'est-à-dire faire le bilan après et voir ce que cela apporte. Dans le miroir, voilà, ce que cela apporte aux journalistes. Aussi, je voudrais souligner l'organisation des JMB à Parakou. Je crois, pour ceux que j'ai lu des affiches, les journées médias se dérouleront aussi à Parakou cette année. C'est une bonne initiative de ne pas oublier les confrères de la partie septentrionale du pays. Il est à souhaiter que les divers sponsors accompagnent l'événement. Vous avez accompagné d'ailleurs l'événement. Ah, ok. Bon, donc je profite pour dire merci au promoteur de ESAE, Clément Adessian, qui accompagne l'événement, comme vous venez de le dire, que les autres sponsors aussi accompagnent l'événement pour qu'il soit une réussite. Parce que nous aussi, on les accompagne aussi. Je pourrais donner le reste du temps à l'organisateur en chef. On vous qualifie de développer, chef, de présenter, de faire une thèse sur les JMB. Non, Avademe a juste voulu me tacler un peu. Je fais juste partie de l'équipe qui organise, mais je ne suis pas l'organisateur en chef. Et le matinal accompagnant aussi très bien les JMB, je voudrais en profiter pour le saluer, pour saluer ce qu'il fait de l'autre côté pour les JMB, parce que oui, il a apporté même plus d'informations, c'est vrai que je sais, mais il est allé sur des sujets beaucoup plus préoccupants. Ouais, le colloque, les productions, concours de production de presse, donc c'est déjà des maillons forts des JMB qu'il a évoqué là. Et je l'en remercie vivement, étant pas loin, mais c'est mieux informé quand même. Pour revenir, il a dit, c'est un moment de brassage, à ce qu'il disait, c'est un moment de brassage, permettre aux acteurs des médias de se retrouver dans un cadre, et ceci dans le sillage des 3 mai, journée de la liberté de presse, de se retrouver dans ce cadrage-là pour parler d'eux-mêmes, pour voir comment on exerce un peu le métier, les difficultés. C'est par exemple ces gens de sujets qui seront au colloque, parler de l'actualité avec les concernés, questions de sécurité avec la police ou la gendarmerie, la cybercriminalité, de ces gens de sujets, mais aussi permettre aux acteurs des médias et au public aussi de découvrir, les médias. Voilà, parce sur d'autres cachés derrière les micros, derrière le plume, il faut quand même que les populations puissent découvrir davantage. J'ai vu des photos où vous aurez Hervé Prudin soit avec tout ce qu'il a devant défilé, il sera... il y a des défilés de mode, ça révèle aussi des talents de journalistes. Vous avez un certain Josué Mervenou aussi qui est devenu mannequin. Vous avez... Il y a beaucoup d'artistes aussi, il y a des artistes qui est de l'autre côté, Samuel... de l'autre côté de Samuel Adimi. Adimi de l'autre côté de l'OTB qui est devenu aussi un mannequin. Quand j'ai vu les photos, j'ai beaucoup souri. Celui qui m'a fait le plus sourire, vous saurez quoi cette année? C'est Hervé, parce que je ne sais pas si on peut trouver une tenue adéquate avec ce qu'il a devant. Hervé Prudin
un mannequin, il faut se donner tous les moyens pour aller le voir. Il ne te ratera pas. Tu ne l'as pas raté, il ne te ratera pas. Nelson, oui, non, nous allons écouter. Quelle serait votre contribution? Non, absolument. La contribution, c'est d'assister déjà aux événements aux activités qui sont organisées par les journées médias du Bénin. J'espère que, comment dirais-je, Narcisse nous fera le plaisir de nous recevoir, vous et moi, nous qui sommes sur l'émission, parce que figurez-vous que il y a des restaurants qui seront installés au village de amuser nos papilles gustatives. Absolument, il y a des buvets qui seront installés. Il y a désaltérés. Pour ce que j'ai vu pour la première édition, il y avait de la bonne viande du porc et du mouton. Moi, je suis musulman, je n'en prends pas. Comme lui en aime. Donc je pense que Narcisse, je crois que Narcisse pourrait nous inviter à venir en tant que membre très important du comité d'organisation. Il pourrait nous inviter à venir voir ce on viendra, mais je pense que l'initiative est assez salvatrice. Absolument, il faut saluer. Moi, je crois qu'il faut saluer. Il faut saluer ceux qui l'ont organisé. Je pense à Ghislaine Adimi. Chaque année, à pérenniser comme cet acquis. Je pense à Ghislaine Adimi, je pense à Joël Toponou, je pense à André Dossa, je pense à José Menrenou, je pense à Hervé Prudence. Ils sont nombreux, c'est toute une équipe. À Narcisse Ressou et tous les autres qui sont derrière. Mais est-ce que dans ce contexte de célébration de journée média Bénin et qu'on apprend que Reporters sans frontières nous affiche devant au tableau que nous avons régressé en ce qui concerne la liberté de presse au Bénin, est-ce que Nelson Avademe, vous ne voyez pas un peu qu'il y a une sorte de cacophonie qui vient s'installer par ce... Pas du tout, c'est Reporters sans frontières passé à côté de la plaque cette fois-ci, et il faut avoir le courage de le dire. Parce que la période qui a été, la période qui a été choisie, pour parler, par exemple, de 7 médias qui ont été fermés, ce n'est pas vrai. Les 7 médias, en tout cas, les médias dont on parle n'ont jamais été fermés en 2017. Les médias ont été fermés en 2007. Et qu'on en vienne à prendre cela comme un élément. Comme un élément. Été manipulés, à votre avis? Écoutez, les informations n'ont pas été du tout actualisées. Et ce classement a été fait sur la base de fausses informations. Et je crois que le président de l'UPMB, que je salue au passage, Franck Potiemé, a aujourd'hui sur l'une des radios de la place démenti, en tout cas. C'était hier vendredi. Hier vendredi a démenti ce classement et a apporté des éléments de preuve montrant que ce classement n'est pas vrai. Je crois qu'il faut travailler. Reporters sans frontières doit travailler à actualiser ces informations. Quand on dit par exemple que l'opposition n'a pas droit d'accès à la télévision nationale, c'est faux. Vous avez vu des débats contradictoires se faire sur l'OTB. Donc je crois qu'on n'a pas intérêt à montrer cette image. D'accord, à peine le Bénin en noir. Dans un contexte où nous-mêmes pour les médias, nous savons que les gens fuient aujourd'hui les plateaux de télévision. Difficile pour vous d'avoir, vous en savez quelque chose, difficile pour vous d'avoir des invités. Et donc, même Narcisse, ça n'a pas dépassé avant de l'avoir. Absolument. Et donc, je crois que nous devons travailler, d'accord. On doit travailler à ne pas toujours peindre le Bénin en noir. Le Bénin, c'est vous et moi. Ce n'est pas d'autres personnes. Et donc, il n'est pas intéressant de chaque fois peindre le Bénin en noir. Et j'ai commencé à lire déjà des gens qui chacassent, d'accord, qui sont en train qui se réjouissent de ce classement qui a été fait sur la base des informations tronquées et fausses. Narcisse Ressou, votre réaction pour mettre au thème à cette émission? Ça me fait rire, ça me laisse perplexe. Je ne m'attendais pas à autre réaction que ça. J'en rigole sérieusement. Et ça me rappelle une parole. Ça peut être parole de ça, certainement. Quand on dit que le pouvoir ressemble à un boubou blanc et que quand l'autre le porte et vous y jetez de l'huile rouge ou des taches, n'oubliez pas que c'est ce même boubou que vous allez porter. Quand j'entends aujourd'hui dire que Reporters sans frontières a fait son classement sur des données tronquées, alors que hier seulement, quand ce classement venait, oh là là, on communiquait sur tous les réseaux médias partout, on applaudissait même. En ce moment, on ne ternissait pas l'image du Bénin. Mais aujourd'hui, quand ce classement est fait, malheureusement, les mêmes acteurs qui hier applaudissaient,
aujourd'hui ont comme argument que c'est tronqué. Et ça me réjouit aisément. Les faits ça me réjouit aisément. Les faits sur lesquels les rapports ne sont pas exacts. Je vais vous rappeler juste un fait. Quand on dit que les opposants ont assez, comment dirais-je, c'est de l'amusement. Quand Sébastien Adjavon demande la couverture médiatique de son congrès, quand on ne montre rien de ces images sur la chaîne publique, alors qu'il est prêt à tout payer. Vous expliquez ça comment? Ainsi va le Bénin, merci à vous. Ainsi va vraiment le Bénin. Merci Nelson Avademé, c'était Info de ce jour. Nous n'allons pas trop polémiquer sur cette affaire parce que si nous devons en débattre, nous n'allons pas finir, nous n'allons pas rester dans le temps qui nous est imparti. Merci pour vos riches apports et échanges. Et merci également à vous, Narcisse Ressou, de vous être rendu finalement disponible pour ce débat. Je pense que vous serez là dès le lundi prochain pour la JMB 2018, surtout Nelson Avademé. Je pense que vous serez disponible déjà jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission du jour, Info du jour. Merci pour l'attention, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le week-end prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end de travail, un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.eusavtv.com. Bonne journée à vous et bon samedi.